Eh bien, bonjour à tous pour cette table ronde organisée par ARIA autour de la nutrition sportive, intitulée Quelle place pour les protéines végétales dans la nutrition sportive, dont le chanvre. Nous sommes à 4 mois de l'ouverture des Jeux Olympiques, donc une table ronde qui tombe à pic. Alors, autour de moi, pour parler de ce sujet, nous avons 4 experts. Julien Rebérol, diététicien nutritionniste spécialisé en nutrition sportive. Émilie Capel, fondatrice de la start-up V21, François Chabrier, directeur adjoint du centre technologique Agrotech, et Valentin Rago, journaliste au magazine RIA. Alors, pour commencer sur ce sujet, on va d'abord regarder un petit peu ce que représente le marché de la nutrition sportive en France. Alors, Valentin, quelques petites données chiffrées sur ce marché. Oui, bonjour. Alors oui, déjà ce que j'aimerais ce que j'aimerais vous dire tout d'abord, c'est que il faut se rappeler que le marché de la nutrition sportive, c'est un marché qui est jeune, qui est apparu en France en 1977 et qui a donc en fait tout l'avenir devant lui. C'est un marché qui est aujourd'hui chiffré à 200 millions d'euros en France, hors complément alimentaire. Euh, Quand on regarde l'évolution, on pourrait se dire que c'est un marché dont le chiffre d'affaires augmente, mais qui cache en réalité une diminution des volumes à cause de l'inflation. En effet, c'est un marché étant soumis à l'arbitrage car les produits sont très valorisés. Mais si on prend un peu de recul... Donc en période de crise, c'est vrai que ça joue beaucoup. En période de crise, ça joue beaucoup et les consommateurs, en effet, jouent leur rôle d'arbitre. Mais si on prend un petit peu de recul et qu'on sort de cet effet lié à l'inflation, on peut voir qu'il y a quand même un effet démocratisation, un effet massification de ce marché. En effet, il y a beaucoup de Français qui pratiquent une activité sportive, 63% selon Opinionway, et que c'est un chiffre qui est en hausse depuis 2018 et plus de la moitié d'entre eux adaptent justement leur alimentation à leur pratique sportive. D'accord. Alors quels sont les drivers justement de ce marché? Qu'est-ce qui développe et qu'est-ce qui guide les consommateurs et l'innovation? Alors, ce qui drive les marchés, c'est une attente très forte aujourd'hui autour de la gourmandise. En fait, les acteurs du marché de la nutrition sportive veulent un peu casser cette image de produits sans saveur, produits qui me font du bien pour mon corps, mais qui sont pas très agréables à manger. Aujourd'hui, il y a un grand succès pour les gâteaux hyperprotéinés chocolatés, par exemple, ou des desserts enrichis. Donc en fait, le vecteur de la gourmandise est quelque chose qui a le vent en poupe aujourd'hui et auquel les acteurs essaient de répondre. On peut voir aussi qu'il y a des barres énergétiques aux fruits qui se démocratisent de plus en plus. Et c'est une attente qu'ont beaucoup cerné les grandes marques qui en fait arrivent sur ce marché. Qui n'étaient pas présentes avant en fait et aujourd'hui qui justement peut-être alors c'est l'effet JO qui arrive pour pénétrer ce marché car elles estiment certainement qu'il y a quelque chose à faire. Exactement, donc ils ont vu qu'il y avait une certaine attente de la part des consommateurs. L'arrivée des grandes marques, elle se fait progressivement, elle n'est ni récente ni ancienne. On peut notamment citer le cas de Lactalis qui est arrivé sur le marché il y a 10 ans avec sa gamme Apurna, mais aussi de Andros qui a dévoilé sa gamme Sport il y a vraiment quelques mois, donc c'est vraiment tout récent, ou Danone qui étend sa gamme sportive déjà existante. Très bien. Alors, on va poursuivre la discussion avec Julien Rebérol, donc diététicien nutritionniste. Vous connaissez bien ces sujets. Que recherchent les sportifs justement dans l'alimentation aujourd'hui, dans leur alimentation? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique d'un point de vue nutritionnel et peut-être aussi pratique? Bonjour à tous. Ce qu'ils recherchent déjà, c'est des produits qui répondent à la spécificité de leur discipline. C'est pour ça que nous, notre rôle de conseiller sur le sujet, c'est d'adapter leur nutrition en fonction de la discipline. Et si on est très sectaire, si on est très segmentant, on a des sports d'endurance, où là, le focus est plutôt porté sur les apports en glucides. On a les sports dits de force ou de résistance, où le focus est plutôt porté sur les protéines, leur quantité, leur qualité, leur timing. Et puis, ce qui est assez important, notamment pour les sportifs, pour leur staff, et pour l'entraînement et leur progression, c'est toute la partie récupération. Donc les produits de récupération sont pour nous essentiels, peuvent être essentiels.
parce que finalement, un sportif qui récupère mieux grâce à sa nutrition s'entraînera mieux, performera mieux, sera plus performant de semaine en semaine, de match en match. Donc d'abord, ils ont ce côté-là, et sur la partie compléments et produits de nutrition du sport, il y a quand même des critères essentiels pour nous, je tenais à les rappeler tout de même. Le premier, c'est que chaque produit puisse être basé sur les preuves, que chaque apport nutritionnel puisse être basé et validé par la science. C'est difficile parfois de discerner le vrai du faux pour la plupart des sportifs. Les allégations sont parfois toutes un petit peu exagérées par rapport à ce qu'on trouve dans la biblio, donc c'est important pour nous d'avoir ce retour-là. Et puis, si on travaille avec des sportifs de haut niveau, ce qui est très important, ce sont l'existence des labels antidopage qui sont pour nous la base de notre conseil pour éviter toute potentielle contamination croisée, on va dire. Et pour rappeler quelques bases un petit peu sur la nutrition, en fait, pour un sportif, qu'est-ce qu'il lui faut comme nutriments? Pardon. Ce qu'il lui faut, j'ai souvent tendance à dire qu'un sportif, c'est juste un bien portant qui fonctionne bien et qui est optimisé. On pourrait faire la comparaison avec deux types de voitures. Les moteurs sont les mêmes, sauf qu'ils ont des gabarits et des besoins différents. Donc on ne lui donne pas d'essence aux sportifs? Non, on ne lui donne pas d'essence, non, on essaye. Si on reste sur un peu l'idée d'aujourd'hui et de l'apport en protéines, pour faire simple, l'apport peut être doublé, voire triplé entre un sédentaire et un sportif de force. Si on ajoute à ça la différence de gabarit, on va prendre un exemple tout bête. Pour une personne sédentaire, le besoin de protéines est de 0,83 à 1 g par kilo. Donc pour un homme ou une femme sédentaire de 50 kg, 50 grammes de protéines par jour vont suffire. Et si je prends l'exemple de mes joueurs du loup rugby qui font 110, 120 kg avec une dépense énergétique et un besoin en protéines qui peut aller jusqu'à 2 grammes par kilo, ça va être un besoin de 200 grammes par jour. Donc on voit qu'entre deux personnes qui peuvent manger à la même table, il y a 50 grammes de besoins quotidiens d'un côté et 200 grammes de besoins quotidiens de l'autre. Donc ça, c'est toujours important de le rappeler quand même. Et alors, sur cette nutrition sportive, est-ce que c'est une nutrition par devoir ou ça peut être aussi une nutrition plaisir? Comme vous le disiez et comme le disait Valentin, de plus en plus, le sportif est demandeur de plaisir et c'est un de nos challenges du quotidien d'essayer de faire que leur nutrition soit autant adaptée à leurs besoins qu'au plaisir. Moi, j'appelle ça le plaisir performance. C'est-à-dire essayer de toujours trouver le juste milieu. Pour faire un exemple tout bête, sur les chefs qu'on a au loup rugby qui préparent le repas du quotidien, on essaie de revisiter, le mot est un petit peu à la mode, mais on essaie de revisiter des plats traditionnels ou des aliments dits plaisir en adaptant la recette et les ingrédients pour que ça réponde à ça. Et si j'y ajoutais une notion de santé derrière le tout, une alimentation plaisir trop restrictive, trop lassante, trop basée sur justement je ne respecte que le besoin, à terme, alors je fais un gros raccourci, mais à terme, ça peut être aussi pourvoyeur de troubles du comportement alimentaire et ne pas être viable et performant pour le sportif. Alors on le sait, l'alimentation en France se tourne de plus en plus vers le végétal. Est-ce que c'est une tendance aussi dans la nutrition sportive? Est-ce que vous observez ça? Alors je vais poser d'abord la question à Valentin Rago, qui est journaliste donc à Aeria. Est-ce qu'au niveau des marques, est-ce qu'il y a des lancements un petit peu sur le végétal? Et après on verra sur l'aspect des sportifs. Alors oui, c'est en effet une tendance, une vraie tendance de fond sur le marché de la nutrition sportive. Débute, quoi. Ça débute, les acteurs et les marques ont un petit peu de retard. Ce qu'on peut voir en fait, déjà ce qu'il faut bien rappeler, c'est que les produits enrichis en protéines, à la base, ce sont des protéines laitières et ce ne sont pas des protéines végétales. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de recherches, beaucoup d'essais, mais que la commercialisation tarde un petit peu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'essais justement à partir de protéines de pois ou de protéines de riz. Alors Julien Rebérol, justement, qu'est-ce que vous observez sur ce segment, la nutrition, avec les protéines végétales? Si on part même déjà du hors-sport, les recommandations les plus récentes en termes de nutrition valorisent l'utilisation de légumineuses et la consommation de légumineuses plusieurs fois par semaine, même chez le bien portant. On va dire que chez le sportif, je pense que c'est assez... Je ne suis pas du tout un expert de sociologie du sport, mais dans le rugby, pour tout vous dire, depuis 7 saisons que je suis au rugby, je crois que j'ai dû voir un seul joueur végétarien alors qu'il y en a 50 par an. Donc c'est pas tant dans le rugby. On n'est pas encore là, quoi. Dans le rugby, pas encore. Mais dans d'autres sports, ouais. Je pense que tous les sports qui se pratiquent en nature, qui ont peut-être cet attrait plus développé sur l'environnement et le respect de la nature, sans dire que nos rugbymen ne la respectent pas, mais ont peut-être plus un attrait vers cette protéine végétale. Ça se développe. C'est plus les sportifs du dimanche, on va dire, sans mauvais... Et puis les autres sportifs professionnels qui sont peut-être moins enclins encore là-dessus. J'aurais tendance à dire professionnels ou de haut niveau, parce qu'il y en a quand même certains dans des disciplines comme l'aviron. Je m'occupe du Pôle France Aviron, enfin Pôle Espoir, Pôle France Aviron sur Lyon.
Et c'est vrai qu'après le confinement et que tout le monde ait regardé The Game Changers sur Netflix, on a eu une explosion de demandes de régime végétarien, voire vegan. Ouais. Mais ça touche aussi, bien entendu, le sportif peut-être plus Donc occasionnel. aujourd'hui, on n'a pas encore de transition végétale dans la nutrition sportive comme on peut l'avoir dans le reste de l'alimentation en France. Je vais paraphraser Valentin, ça se développe, je pense, c'est en train de naître. Alors, est-ce que ce marché-là de la nutrition sportive va bénéficier, à votre avis, de l'effet JO? Est-ce qu'il peut y avoir un coup de boost, Valentin? Oui, complètement. En fait, les Jeux Olympiques mettent tellement en lumière une diversité extrêmement large de sports. Donc, c'est vraiment un moyen pour que le consommateur, ça lui donne des idées de sport, peut-être ça l'encourage à sauter le pas. Donc, beaucoup d'acteurs, de fabricants agroalimentaires qui exercent sur ce marché-là s'attendent à un effet JO, mais en fait, de quel ordre, de quelle grandeur? C'est difficile à quantifier encore, quoi. C'est pas possible de voir ça, mais en tout cas, ils sont prêts à s'adapter. Et le fait qu'il y ait beaucoup de grandes marques et de grands noms qui arrivent sur le marché, ça peut leur permettre de s'adapter rapidement d'un point de vue industriel pour répondre à une demande qui pourrait augmenter plus ou moins vite. Donc il faudra attendre quelques mois pour savoir. Alors je me tourne vers Émilie Capel. Donc vous êtes fondatrice de la start-up V21. Donc vous allez nous en parler, spécialisée dans le chanvre. Oui. Parlez-nous un petit peu de la genèse de cette start-up. Pourquoi le chanvre? Alors pourquoi le chanvre? Le chanvre, je m'y suis intéressée il y a quelques années, suite à une évolution personnelle justement sur mon alimentation. Parce qu'il y a 5 ans, il y a eu une cascade de maladies dans ma famille, maladies auto-immunes, diabète, cancer. Et c'est là que j'ai vraiment pris la dimension de l'importance de l'alimentation pour notre santé et notre bien-être général. Donc moi, j'ai complètement changé ma manière de consommer, j'ai un peu plus végétalisé mon alimentation, j'ai diminué ma consommation de viande. Et pour ne pas avoir de carence, je me suis intéressée un peu plus à la nutrition et j'ai voulu chercher des informations sur la superfood, donc les super aliments en français, pour trouver des alternatives saines. Et j'ai vécu à l'étranger pendant 5 ans, dans des pays où justement le végétal est beaucoup plus ancré qu'en France. Donc je suis allée chercher des infos dans ces pays-là, sur des sites internet, et c'est comme ça que j'ai découvert le chanvre. Donc j'ai découvert ses bienfaits nutritionnels et environnementaux. Les bienfaits nutritionnels du chanvre, la graine de chanvre, c'est une des graines les plus complètes qui existent dans le règne végétal. Elle est très riche en protéines, en fibres, en vitamines, en minéraux, en oméga 3 et 6, avec des bons ratios. C'est ça qui donne la particularité au chanvre. Et sur le plan environnemental, en fait, cette plante, elle a besoin de peu d'eau, elle n'a pas besoin de pesticides pour pousser, elle régénère les sols, elle capte du CO2 et elle favorise la biodiversité. Donc je trouvais ça incroyable de déjà moi pas connaître, et j'en ai parlé un peu autour de moi, personne ne connaissait non plus. Donc je me suis un peu plus renseignée sur le chanvre en France et je me suis aperçue qu'on était le premier producteur européen de chanvre, mais que c'était très peu utilisé pour l'alimentaire. Surtout pour l'isolation, les bâtiments. Le secteur du bâtiment, les fibres courtes, on l'utilise pour faire de l'isolation. Donc je me suis rapprochée de producteurs locaux parce que en Bretagne et dans le nord de la France, il y avait pas mal de chanvrières développées, donc je me suis rapprochée d'eux. Et c'est comme ça que je me suis aperçue qu'en fait dans ma région, donc moi je suis toulousaine, je ne suis pas d'ici, dans ma région en Occitanie, il n'y avait pas de filière. Ça arrive à des gens très bien. Hein. Mais on est très bien, les Toulousains. Il n'y avait pas vraiment de filière structurée en Occitanie, donc je me suis rapprochée de la Chambre d'agriculture, de l'agence bio qui m'a mis en relation avec des agriculteurs. Et c'est comme ça que j'ai rencontré un groupement d'agriculteurs dans le Gers, donc c'est à quelques kilomètres de Toulouse. Ils faisaient des céréales et des légumineuses, mais pas de chanvre, donc ils sont en bio, ils faisaient ça depuis 20 ans. Je leur ai exposé mon projet parce que je croyais vraiment au potentiel de cette plante et que ça pouvait quand même changer notre manière de consommer et d'apporter un peu de bien-être aux Français aussi, sans consommer des baies de goji qui ont fait le tour du monde et qui n'ont plus rien une fois qu'elles sont arrivées dans notre assiette, quoi. Donc un produit local. Ouais, produit local. Il y a 4 ans, on a fait un test de culture sur 4 hectares pour voir comment la plante réagissait, la qualité de la graine, et les résultats étaient vraiment très impressionnants. Donc du coup, j'ai lancé V21. Donc c'était il y a 4 ans, les premiers tests. Les premiers essais, et il y a 4 ans. Vous commercialisez des produits depuis quand? J'ai commencé en 2021. D'accord. Alors qu'est-ce que vous commercialisez depuis 2021? Alors depuis 2021, je commercialise de l'huile de chanvre.
des graines entières de chanvre. Donc tout ça pour l'alimentation, on est d'accord? Alors pour l'instant, on n'est que sur l'alimentation. Après, comme on est producteur, moi je fournis des entreprises de l'agroalimentaire aussi en matière première et entreprises cosmétiques parce que l'huile de chanvre, elle est aussi bonne en alimentaire qu'en cosmétique. Nous, on maîtrise toute la filière. Donc on cultive, on transforme et on développe des produits. Et on fait des coproduits. Notamment la protéine de chanvre, elle est issue des résidus qu'on appelle les tourteaux, qu'on récupère quand on fabrique notre huile de chanvre. Donc c'est une filière locale maîtrisée de A à Z. Et où est-ce qu'on peut acheter vos produits? Alors là, pour l'instant, mes produits sont distribués en magasins bio, magasins spécialisés, magasins de producteurs. Je travaille avec quelques restaurateurs aussi. Là, j'ai ouvert une boutique au hall de la Cartoucherie à Toulouse. Bon, pour vous, ça vous fait un peu loin. Je ne sais pas s'il y a des Toulousains, mais et sinon, sur le site internet aussi. Et donc, ce qui vous amène aujourd'hui, c'est que vous avez gagné un appel à projet qui s'appelle CAP, pour Creative Agro Project, qui est porté par l'Agropole. GL Events via le CFIA de Toulouse et le magazine RIA. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots, François Chabrier? Donc, je rappelle que vous êtes directeur adjoint du Centre technologique Agrotech. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est le projet CAP? Bien sûr, bonjour à tous. Le projet CAP, c'est un projet dont on a eu l'idée à l'occasion du premier CFI à Toulouse qui a eu lieu il y a maintenant 2 ans. Et donc l'idée c'était quoi? C'était de sourcer un projet qui avait une âme, qui allait dans le sens de la valorisation de coproduits, dans le sens de l'avancée de la nutrition, et de pouvoir accompagner ce projet, lui mettre un coup de projecteur à travers le lien et le partenariat avec RIA, développer ce produit avec les savoir-faire d'Agrotech, qui est le centre technique d'Agropole, qui est basé à Agen, et enfin, derrière, de pouvoir présenter l'ensemble du développement et la façon de fabriquer ce produit lors du CFIA de Toulouse qui aura lieu les 24, 25, 26 septembre à Toulouse. À Toulouse, très bien. Alors, votre projet, Émilie, justement, donc, vous avez remporté cet appel à projet. En quoi il consiste, hein? Alors, la philosophie globale. La philosophie globale, en fait, le thème du projet, c'était le développement d'un produit alimentaire à destination des sportifs pour les JO. 2024. Moi, j'ai concouru avec l'idée de développer une boisson énergétique et protéinée à base de ma protéine de chanvre issue de notre filière locale. Et donc, l'idée, ensuite, c'est de pouvoir la commercialiser. C'est ça. C'est ça. Donc, comme François l'a dit, on fait toute la R&D, toute la R&D au sein de l'Agropole avec l'Agrotech. L'idée, oui, après, c'est de pouvoir la commercialiser et d'aller sur justement le marché qui est en pleine croissance de la nutrition sportive. Pourquoi j'ai voulu utiliser ma protéine végétale alors qu'elle est déjà vendue telle qu'elle? En fait, pour le moment, ma protéine végétale, elle ne peut pas être utilisée seule ou lors de compétitions et d'entraînement. Il faut toujours la diluer dans des desserts, des smoothies ou saupoudrer sur des plats. Donc l'idée, c'est de pouvoir la rendre accessible n'importe où et n'importe quand aux sportifs, quoi. Alors avant de parler des différentes étapes du projet de commercialisation, création, développement de cette future boisson au chanvre, je voulais revenir un petit peu sur les protéines végétales et peut-être leur profil nutritionnel, parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est surtout donc les protéines laitières qui sont utilisées par les sportifs, hein, on en parlait. Est-ce qu'il y a des spécificités de ces protéines végétales par rapport aux protéines laitières? Et puis on parlera après peut-être du profil de la protéine de chanvre pour cette future boisson. Ouais, les spécificités, moi je vais parler de bout de chaîne, c'est-à-dire moi conseiller ou utilisateur, quoi. L'idée c'est de pouvoir caractériser la qualité d'une protéine. Pour nous c'est ça qui est le premier critère. On parle d'acides aminés essentiels, de BCA, d'acides aminés à chaîne ramifiée. Pour simplifier, pour les total novices en nutrition, notre corps synthétise des protéines au quotidien. Il utilise pour ça des briques d'acides aminés, dont 8 ou 9 en fonction de l'âge, sont obligés d'être fournis par l'alimentation. Pourquoi la nutrition du sport, c'est d'abord tourné vers les protéines laitières? C'est justement parce que dans les sources animales, on a ces 8 à 9 acides aminés essentiels qui sont présents. Dans les sources végétales, elles le sont plus ou moins en fonction des différentes sources. Donc il y a cette première différence en termes de quantité d'acides aminés branchés notamment. Et puis l'autre spécificité, c'est peut-être la digestibilité. Alors ça se caractérise par des scores comme le PDCAS ou autre, le coefficient d'utilisation digestive, qui fait que du coup on a ces spécificités-là qui sont à tenir compte pour pouvoir
pour nous, avoir gage de qualité de l'utilisation de protéines végétales. Parce que donc les protéines végétales sont moins digestes en fait C'est pas qu'une question de digestion, c'est surtout il y a surtout une notion de quantité d'acides aminés branchés. Alors nous en nutrition du sport, on est fan de ces acides aminés là parce qu'ils ont un rôle direct dans l'anabolisme musculaire, donc un rôle direct dans la récupération. Donc pour nous, on aime à ce qu'il y ait beaucoup de BCAA dans nos protéines, quoi. Voilà. Mais on peut tout à fait y arriver avec des protéines végétales en jouant sur les quantités. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais il faut en tenir compte et c'est pour nous essentiel. Très bien. Donc François Chabrier, directeur adjoint du Centre technologique Agrotech, vous avez une vue d'ensemble sur l'innovation alimentaire française, vous êtes aguerri sur ces sujets. Alors en termes de protéines végétales, justement, par rapport aux protéines laitières et la protéine de chanvre, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, un petit peu nous expliquer ? Sans rentrer dans le détail, la protéine de chanvre est une protéine qui est quand même relativement intéressante sur le panorama des protéines végétales. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir la présence de l'ensemble de ces 8 à 9 acides aminés essentiels dont on parlait. Pas tous dans les mêmes proportions. Et derrière, on va avoir certains de ces acides aminés qui sont en proportion un petit peu faible. On pourrait penser que c'est un handicap pour le projet que l'on est en train de créer, mais pas forcément. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas pour objectif de venir apporter à travers cette boisson l'ensemble du besoin protéique de la journée. Et on va très bien pouvoir aussi mixer différentes sources de protéines végétales pour pouvoir se rapprocher le plus possible des recommandations des nutritionnistes et des besoins des sportifs. Donc derrière, on va pouvoir, par ce truchement, compléter l'aminogramme et donc compléter la capacité et l'efficacité de cette protéine. Alors vous étiez donc dans le jury du projet CAP, on en a parlé. Qu'est-ce qui vous a intéressé, qu'est-ce qui vous a plu dans le projet porté par Émilie Capel de V21 ? Alors je vais parler pour l'ensemble du jury. On a eu la chance de recevoir une trentaine de projets. Et ce qui nous a séduit dans celui-là, c'était la réponse directe à l'appel à projet que l'on avait fait, c'est-à-dire on va vouloir créer un produit adapté à la nutrition sportive. Le deuxième point, c'était qu'on parlait d'une protéine de chanvre, qui est une protéine qui globalement commence à faire parler d'elle sur des aspects environnementaux, parce qu'on a une culture de rotation qui est intéressante, qui nécessite pas, voire peu d'eau ajoutée et donc qui ont un intérêt environnemental flagrant. Et la dernière chose, c'est que l'objectif de V21, c'était de valoriser un produit, une poudre de chanvre, qui est issue d'un coproduit. Un coproduit, c'est quoi ? C'est un produit qui va être annexe à un process initial et qui va avoir encore des propriétés qui peuvent être utilisées pour l'alimentation. Dans le cas de cette poudre de chanvre qui va nous servir de matière première, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que lorsqu'on va vouloir récupérer l'huile de la graine de chanvre, on va venir la presser, et quand on la presse, on a un tourteau. On a un gâteau de presse. Et ce gâteau, derrière, va avoir quasiment toutes les protéines de la graine, mais n'aura plus la matière grasse. Donc on va pouvoir monter la teneur en protéines, parce qu'on a enlevé du coup la quantité de matière grasse. Et ça, pour nous, c'était aussi super intéressant de pouvoir valoriser un coproduit de l'industrie alimentaire. Émilie Capel, votre projet de boisson, en fait, comment vous la voyez, vous, dans votre idéal ? Ça serait quoi comme boisson et pour quel créneau de vente ou quelle cible ? Alors la cible, les sportifs, ouais. Évidemment, mais après pas forcément, quel type de sportifs ? Pas forcément que les sportifs de haut niveau, c'est tous sportifs, on fait tous plus ou moins du sport, on a tous besoin d'être complémentés. Voilà. Et après ce sera plus, je pense, tu me diras François, mais je pense que ce sera plus une boisson pour la récupération après l'effort. Et en termes de créneau de vente, comment vous voyez les choses ? Alors, créneau de vente, ce sera évidemment disponible en ligne. Après, l'idée, c'est de créer des partenariats aussi avec des clubs sportifs. Des clubs sportifs, des salles de sport, avoir de la pub aussi faite par des sportifs. Et puis des magasins spécialisés. Moi, j'ai mes circuits de distribution qui pourront très bien rentrer mes produits tels quels. Très bien. Alors sur les différentes étapes de ce projet, donc qui sera dévoilé, on le rappelle, donc en septembre 2024 à Toulouse au CFIA. François Chabrier, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous travaillez un petit peu donc à partir du brief que vous avez eu au départ, et puis les différentes étapes là maintenant qui vont s'accélérer. Oui, le brief, vous l'avez eu, c'était clairement, on a cette matière première.
qui n'est pas soluble dans l'eau. Ce n'est pas une poudre que l'on peut mettre dans de l'eau et récupérer déjà une boisson. On récupère des grains qui vont tomber au fond du verre et de l'eau au-dessus. Donc le brief, c'était d'utiliser cette poudre pour en faire une boisson agréable. On l'a évoqué dans les projets. Si aujourd'hui un projet de nutrition pour sportifs qui s'adresse qui plus est à du grand public et où on n'a pas une contrainte de la consommer, si on n'a pas un minimum de plaisir en la consommant, elle sera oubliée. Le deuxième point, c'était, et ça a été souligné, j'adhère vraiment à cette partie-là, il faut qu'on ait quelque chose qui ait un véritable apport. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour vendre une poudre de perlimpinpin ou une boisson magique qui va répondre à tous les besoins, mais bel et bien de structurer et de positionner sur des faits réels, des faits scientifiques, des faits prouvés, la boisson que l'on va faire. Alors, je ne vous ai pas demandé justement l'agrotech. Peut-être que vous pouvez rappeler à l'auditoire qui est ici ce que c'est. Vous êtes outillé justement pour faire toutes ces phases de développement. Voilà, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement l'agrotech ? Oui, Agrotech, c'est un centre de ressources technologiques. C'est le centre de ressources technologiques d'Agropole, qui est une technopole agroalimentaire, qui est la seule technopole agroalimentaire dédiée à la fabrication des produits alimentaires en France. Le métier d'un centre... Basé à Agen, mais qui rayonne au niveau national. Au moins. Agen dans le Lot-et-Garonne. C'est ça, Agen, c'est le centre entre Bordeaux et Toulouse. Voilà. Du coup, notre métier, ça va être de développer des produits, de créer des produits pour répondre aux besoins de start-up, aux besoins de PME, aux besoins de grands groupes, mais également de développer un process et de s'assurer que ce qui est développé réponde aux exigences réglementaires, aux attentes des consommateurs et qu'on ait un équilibre économique aussi sur les produits mis au point. Ça sera bien l'enjeu, l'équilibre économique. Alors, quelles sont les différentes étapes concrètement là aujourd'hui voilà, donc vous avez commencé à travailler vraiment depuis la rentrée 2023. Oui, depuis septembre. Oui. Voilà, et donc quelles sont les étapes jusqu'à la commercialisation ? La première étape, pour reprendre ce que l'on disait sur la structuration scientifique du projet, ça a été une recherche bibliographique, de s'assurer qu'on ait bien de la bibliographie sur la nutrition liée à la protéine de chanvre, qu'on ait aussi des informations sur comment est-ce qu'on peut récupérer cette protéine dans une poudre qui va contenir aussi beaucoup de fibres et d'autres composés. Ça, ce sera la toute première étape qui a été menée. Ça nous a levé des freins, on a vu que c'était possible. Ensuite, on passe dans une deuxième étape qui est de réfléchir à la formulation. Mais avant de faire la recette façon Géo trouve tout dans une cuisine, on a réfléchi comment est-ce qu'on peut récupérer le maximum de protéines. Comment est-ce qu'on peut extraire cette protéine ? La matière première étant issue d'une agriculture biologique, il était hors de question d'aller utiliser des solvants, notamment avec de la soude qui fonctionne très très bien pour récupérer les protéines de chanvre dans la graine. Donc du coup, nous on s'est borné à utiliser un solvant qui est beaucoup plus connu, beaucoup plus répandu, qui est l'eau. Donc en faisant tremper cette poudre dans de l'eau, on va réussir à récupérer des protéines, mais qu'une toute petite partie. Et donc tout le premier travail a été de trouver les leviers techniques pour pouvoir en récupérer le maximum. Ça, c'était quand, cette première phase là, de levier technique ? Ça, c'était sur fin d'année, c'était sur fin d'automne et début d'hiver. Et derrière, on a travaillé sur des questions qui sont de la température, des temps de contact. On a travaillé sur de l'acidification. Par exemple, si on rajoute de l'acide citrique ou du jus de citron à l'eau qui va permettre d'extraire, eh bien, on va changer la propriété d'extraction. Donc, on a tâtonné, encore une fois avec l'aide de la bibliographie, pour trouver un optimum d'extraction de protéines. Et il y a une grande équipe qui travaille avec vous ? Comment vous fonctionnez ? Alors sur Agrotech, on est une équipe de 25 personnes, mais derrière on s'est appuyé sur des étudiants qui sont au département universitaire des sciences d'Agen, qui est une antenne de l'université de Bordeaux. Ce sont des étudiants qui sont spécialisés en agroalimentaire et qu'on a challengés pour travailler autour de cette problématique. Alors donc vous avez évoqué l'étape d'extraction, de formulation. Là aujourd'hui, comment ça va se passer sur ce début 2024, là, les prochaines étapes ? Aujourd'hui, on a réalisé quelques prototypes que l'on a pu goûter en interne, en petit comité. On est encore sous le sceau du secret. Et derrière, vous ne pouvez pas nous dire en quoi consistent ces prototypes ? Alors je peux vous donner des grandes lignes. On a travaillé sur une sorte de soda
que l'on pourrait travailler, mais qui correspondent à l'instant récupération. Et on a travaillé en parallèle sur une approche qui est une boisson végétale, qui là aussi répond à des exigences en termes de récupération. Et ça, ce sont donc vos étudiants qui ont défini 2 projets selon leurs propres souhaits, envies Selon leur propre vision, et l'équipe d'enseignants dont je fais partie, les avons guidés, orientés sur les choix. De ces bases-là, nous, le centre technique, on va retravailler la formulation pour l'adapter à des demandes, pour l'adapter à des instants de consommation, et on va pouvoir aller vers l'étape d'après, qui va être de soumettre ces produits aux consommateurs. Et donc, on va travailler... Pardon. Non, allez-y. Ouais, on va travailler avec notre propre laboratoire d'analyse sensorielle que l'on a à Agrotech. Alors justement, voilà. Donc ça, cette phase d'analyse sensorielle, donc Agrotech est doté d'un laboratoire avec des consommateurs qui viennent tester différents produits que vous développez. Ça va se faire à partir de quand cette phase, et quelle est l'organisation en fait des analyses sensorielles? Peut-être que le public là ne sait pas trop en quoi ça consiste. L'analyse sensorielle, en fait, c'est la science de la dégustation. On est tous capables de goûter un produit, de dire si on aime, si on n'aime pas, mais ça s'arrête un petit peu là. Et le travail de l'analyse sensorielle, c'est d'avoir suffisamment de panélistes, suffisamment de dégustateurs, et derrière, pour pouvoir utiliser statistiquement les réponses qui sont faites. Ça, c'est un premier pan. Le deuxième pan, qui est complémentaire, c'est de former des dégustateurs, qui sont des dégustateurs entraînés, qui, eux, vont être à même de nous décrire ce qu'ils ressentent, de nous décrire le produit qu'ils voilà, ils sont entraînés, ils maîtrisent un vocabulaire technique, spécifique. Exactement. Pour caractériser un produit. Voilà, ça ne peut pas être monsieur, madame, tout le monde, quoi. Sur la partie des dégustateurs entraînés, non. Sur la partie consommateur, oui. Et tout le travail que l'on va faire, ça va être de relier les deux pour comprendre pourquoi tel ou tel produit dans ceux que l'on va soumettre à notre panel est préféré à un autre, et de comprendre derrière comment est-ce que le consommateur se projette sur l'utilisation de ce produit. On va même pouvoir aller jusqu'à étudier quels sont les leviers qui font qu'il adhère plus ou qu'il rejette plus un produit par rapport à un autre. D'accord. Et cette phase d'analyse sensorielle va débuter quand? Voilà. Elle va débuter assez rapidement. C'est quelque chose qui va avoir lieu courant mai, début juin, dès qu'on aura derrière des prototypes qui nous conviennent à nous déjà parfaitement. Alors ces prototypes, Émilie Capet, vous les avez goûtés? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. Alors c'est 2 prototypes assez différents, que ce soit en termes de texture et de goût. C'est 2 boissons, mais ça n'a rien à voir. Le côté soda était assez agréable. Donc pomme, citron, chanvre. Ouais, c'est ça, pomme, citron, chanvre. Je vois que les infos ont fuité déjà. Ouais, c'est ça. On ne devait pas trop en parler, je crois. Je sais pas, je me souviens pas. Bon voilà, donc là c'est la première version soda, et après boisson végétale, là un petit peu plus classique on va dire, mais c'est vrai qu'il ne faut pas, on le disait tout à l'heure, oublier la notion de plaisir, gourmandise. Donc on pense aussi qu'elle pourrait plaire, mais c'est tout l'intérêt d'avoir des analyses sensorielles, des tests consommateurs, etc. On choisira selon ce que le consommateur préfère. En tout cas, il y aura tout ce qu'il faut dans cette boisson pour la récupération sportive, quoi. Très bien. Alors donc cette phase mai-juin d'analyse sensorielle, et ensuite donc alors il faut... Ça va être en parallèle même sur... Voilà. Pas tout à fait ensuite, mais en parallèle, tout le travail sur la création du process. Ok, on a trouvé une recette dans notre cuisine, super. Et après, il faut l'industrialiser, quoi. Et il faut l'industrialiser. Et en fonction des volumes que l'on voudra produire, en fonction des contraintes que l'on va avoir sur le comportement de ce produit, il va falloir mettre en place l'ensemble des briques de transformation pour former un process de transformation complet. Alors, quelles sont les principales difficultés? Justement, vous en avez un petit peu parlé, hein, donc les difficultés pour l'extraction, peut-être comment... Oui, dans les écueils et dans les difficultés sur ces boissons, la première, c'est effectivement l'extraction. Être rapide, parce qu'industriellement parlant, on veut être rapide. Si je vous dis que pour extraire, dans ce que l'on a testé, il y avait des extractions qui duraient pendant 3 jours, et que je parle de ça à un industriel à qui je vais demander de faire la boisson, il va s'étrangler avant de rigoler, mais du coup, il ne voudra pas me la faire. Derrière, donc, il y a cette question d'optimisation de l'extraction. Et ensuite, il y a la question de trouver la bonne machine pour faire le bon volume sur le bon tempo. Et après, donc, les étapes suivantes, il y a le conditionnement. Il va y avoir le conditionnement, il y a une décision à prendre aussi. Est-ce qu'on vend une boisson ou est-ce qu'on vend une boisson que l'on peut réhydrater? Voilà. Et en fonction de l'instant de consommation, en fonction de la typologie de sportif, on sait qu'on va devoir contenter différentes approches. Donc ça fait partie des choses qui vont être effectivement travaillées sur le process. Est-ce que ma boisson, je peux la lyophiliser
pour l'avoir en poudre? Est-ce que je peux l'atomiser, qui est une technologie différente, mais qui permet aussi d'obtenir une poudre? Et donc ça, ce sont les prochaines étapes. Sur ces boissons lyophilisées, peut-être, Julien Roberol, est-ce que c'est quelque chose qui est très répandu, ça, pour les sportifs Ouais, c'est vrai que communément, autant dans les sports d'endurance pour des boissons utilisées pendant effort que sur la partie boissons de récupération complément protéiné, la majorité sont sous le format de poudre. Il y a Pourquoi Pardon ? Pourquoi ? Je pense que c'est certainement très lourd. Alors moi, j'ai pas tout le côté technique derrière, mais c'est parce que j'imagine qu'on peut doser plus facilement. Enfin, pour nous, ça nous aide à doser et à presque individualiser la boisson. C'est un gain de place, c'est un gain de temps. Vous voyez, on va aller dans l'anecdote très terrain, mais quand je prépare chaque semaine le sac des compléments et des produits de nutrition du sport pour l'équipe du Loup en déplacement, vaut mieux avoir un petit pot qui va avoir un volume de 1 litre de poudre plutôt qu'avoir 15 litres de boisson à mettre dans un sac, quoi. En fait, le sportif professionnel se dose sa propre boisson selon ses besoins et le sportif amateur personnels. aussi également, ouais. Même si dans le marché, on a des boissons également, qui sont déjà prêtes à utiliser. Je pense à des projets qui ont vu le jour, Danone ou... Danone, Purina. Pardon ? C'est justement, je pense que tu faisais référence peut-être à Danone et peut-être à Et Purina Andros aussi. Oui, complètement. Ouais. En fait, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec cet axe de la gourmandise qui se développe. Il y a aussi vraiment des boissons à base de fruits qui sont vraiment toutes prêtes à consommer et qui, en tout cas, pour le consommateur, le sportif qui n'est pas professionnel, en tout cas, c'est peut-être plus séduisant de voir ça en rayon plutôt qu'une poudre à doser soi-même. Il y a beaucoup de questions qui se poseraient, comment je le dose et tout, alors que là, au final, la bouteille, elle est prête à déguster. Si je peux me permettre de rajouter un point, même dans le sport professionnel, on utilise ce type de boisson-là également. D'accord. Mais en complément plus, voilà, en fait, gourmandise, quoi. Pour aller sur le chemin gourmandise, c'est pour varier. Imaginez-vous un rugbyman qui fait 6 séances par semaine, 50 semaines par an. S'il n'a qu'une seule solution, il va être lassé. Et nous, en termes d'observance, ça va nous freiner. Donc plus on va multiplier les formats, plus ce sera intéressant. D'où le besoin aussi d'avoir des produits différents, des recettes différentes, et donc pourquoi pas du chanvre demain. Exactement. Voilà. Il y a aussi des bières, je crois, oui, pour complètement. les sportifs. Oui, complètement. Ça, c'est encore un autre axe qui se développe dans la nutrition sportive. C'est que aujourd'hui, donc, 10% des produits de la nutrition sportive sont commercialisés via les salles de sport, les salles de fitness, etc. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'il y a de plus en plus d'espaces de convivialité qui se développent dans les salles. Donc, avec ce développement des espaces, il y a des nouvelles demandes. Et voilà, on peut notamment citer la bière Ochoa, qui est une jeune marque basque qui développe vraiment de la bière sans alcool évidemment, voilà, à destination des sportifs, parce qu'enrichie en vitamines, en protéines, etc. Très bien. Surtout en minéraux, je crois, sur Ochoa, qui permet en fait d'avoir une meilleure hydratation. Et en termes d'anecdotes, là aussi, il y a de la biblio sur le sujet qui compare de l'eau, de la bière avec alcool et de la bière sans alcool. C'est un petit peu ma carte joker. Alors, du coup, quelles sont les... c'est intéressant. Et quelles sont les conclusions ? L'idée, c'est que ça permet... Alors, c'est seul l'apport de glucides et de minéraux qui va être intéressant. Il manquera une partie protéinée. Mais en tout cas, c'est plus intéressant qu'une bière avec alcool qui va déshydrater un sujet déjà déshydraté, quoi. Donc, une bière sans alcool, elle est complémentaire de l'apport protéique en protéines. Oui, finalement, on peut le voir comme ça. D'accord. Et elle répond à une demande de convivialité. Voilà, très bien. Pour avoir eu la chance de la goûter, en plus, elle est super agréable à déguster. Bon, très bien. Je vois qu'on a affaire à des experts du sujet. Donc, cette partie lyophilisation ou boisson prête à l'emploi, donc ça va se décider d'ici juin également ? Oui, et en parallèle aussi avec la partie retour vers le consommateur qui vont pouvoir, avant d'avoir vu le produit, avant d'y avoir été confrontés, nous faire part de leurs attentes vis-à-vis d'une idée ou de l'idée de ce produit. Donc là, ça sera avec les consommateurs qu'il y aura ce choix qui sera fait. Oui, nous en parallèle, on va travailler la partie technique des deux approches. Sachant que là aussi, on va retrouver des points qui sont pour l'une ou l'autre des solutions. Il vaut mieux transporter que de la protéine plutôt que transporter de la protéine et de l'eau, dans la même idée que dans le sac, ça prend moins de place. Sur un aspect environnemental, on est moins lourd à transporter pour la même qualité nutritionnelle. D'un autre côté, on sait qu'on a une étape de remise en œuvre qui peut être faite. Et on sait aussi qu'on peut travailler sur du plus gros quand on est sur du vrac et donc avoir un impact ratio quantité de conditionnement par rapport à la quantité conditionnée qui, environnementalement parlant, est également plus intéressante.
Unique appel, ouais. Oui, et qui est beaucoup plus cohérent avec la filière que j'ai développée avec des agriculteurs. On est dans le durable, on est dans l'éco-responsable. Donc c'est vrai que transporter des canettes pleines d'eau qui prennent de la place, qui font plus de poids, pour l'environnement, c'est moyen. Donc c'est pour ça que la lyophilisation... Donc c'est l'option qui vous paraît c'est l'option qui me paraît plus cohérente avec la filière que j'ai développée. Après, encore une fois, le consommateur choisira. Voilà. On verra ce qui ressort le plus, quoi. Sur les boissons, une boisson prête à l'emploi qui sera commercialisée, ça serait sur quel format? Comment vous voyez ça? Est-ce que ça peut être en verre, en canette? Qu'est-ce qui est le mieux, le plus adapté selon vous? Si vous parlez de prête à l'emploi, ça va clairement dépendre du marché et de la praticité. Je pense que si on avait une boisson qu'on voulait plus commercialiser dans des bars, le verre aujourd'hui tient la corde. Après, sur des boissons que l'on va pouvoir déplacer, la canette a des avantages parce qu'une bonne filière de recyclabilité, peu de masse, peu de poids apporté par le contenant. Donc là aussi, ça va dépendre des instants, des habitudes de consommation. Donc cette boisson, je le répète, sera disponible, proposée au CFIA de Toulouse avec dégustation. Il y aura également la ligne de production. Alors il y a une fausse ou une vraie ligne de production? C'est tout le challenge, c'est d'avoir la vraie ligne de production exposée grandeur nature au public sur 200 mètres carrés au sein même du CFIA Toulouse. Très bien. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle, sauf si mes intervenants ont quelque chose à rajouter éventuellement, ou on a fait le tour? On a, de notre point de vue, en tout cas, fait le tour. Maintenant, si vous avez des questions. Si vous avez des questions dans la salle sur le marché de la nutrition sportive, sur les boissons végétales, les protéines végétales, on a un petit peu de temps avant la fin de la table ronde. On peut vous passer un micro. Je vois qu'il y a un bras qui se lève. Mademoiselle. Merci. Bonjour, Louise Seznec de Solina. Pour réussir à faire une boisson au chanvre qui soit bonne et gourmande, est-ce que vous n'allez pas devoir ajouter des ingrédients à cette boisson qui pourraient entacher l'aspect nutritionnel et l'aspect bon pour la santé de la boisson? Très bonne question, et c'est vrai que c'est un enjeu, ça. Clairement oui. Oui, c'est un enjeu, c'est pas clairement oui la réponse à votre question. Oui, il y aura d'autres produits qui vont être ajoutés. Après, tout le challenge, c'est bien de faire en sorte qu'ils ne soient pas impactants et qu'ils n'aillent pas à l'encontre de la boisson. L'objectif, c'est de ne pas aller sur du surtransformé, c'est d'éviter au maximum l'ensemble des additifs qui pourraient présenter un risque potentiel. Ça, oui, clairement. On va essayer de l'éviter. On va même y arriver. Après, je ne vous garantis pas que 100% des produits qui vont être utilisés seront exempts de toute polémique. Parce qu'aujourd'hui, quels que soient les produits que l'on va utiliser, les ingrédients que l'on utilise, si on a vraiment envie de chercher la polémique, on la trouvera dans un coin du web. C'est-à-dire, quel genre de polémique? Non, mais sur chaque ingrédient, on va avoir des gens qui vont... Consommateurs ou lobby qui ne vont pas forcément être pro tel ou tel ingrédient. Mais l'idée, c'est vraiment de structurer une approche scientifique, encore une fois, j'y tiens, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, d'avoir de la démonstration que ce que l'on met en œuvre n'est pas sujet à polémique, en tout cas à une démonstration scientifique, qu'on ne met pas en jeu la santé sanitaire. Et la version lyophilisée ou prête à l'emploi, c'est les mêmes enjeux en termes d'ingrédients, de compléments ou pas? Ou pas. On va avoir des contraintes qui vont être différentes si on veut travailler sur du solide, réhydratable, que si on travaille sur du prêt à l'emploi. Très bien. Merci beaucoup. Très bien, merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions éventuellement? Oui. Oui, bonjour. Je voulais savoir, vous avez dit qu'il n'y avait pas assez d'acide, qu'il y avait moins d'acide aminé dans le chanvre, qui était en moins grande proportion. Et je voulais savoir du coup avec quoi il faudrait, comme protéine, il faudrait l'allier. Alors oui, on a une quantité protéique qui est quand même globalement intéressante. Je parle sous votre contrôle, mais globalement intéressante. Et effectivement, dans la répartition, on a certains acides aminés qui sont un peu en deçà. Dans ce que l'on a regardé, une des pistes, par exemple, est autour du poids. Parce qu'on va trouver dans le poids le complément sur des acides aminés qui sont en plus petite quantité, notamment sur le chanvre.
D'accord, très bien. Donc il peut y avoir une recette Avec des associations. pois, avec... chanvre. Ouais. D'accord, vous y travaillez? Oui. D'accord, très bien. Bon, Dans les propositions qu'il y en a, il y en a on une n'en des deux dévoilera qui pas plus alors. Très bien. Une autre question éventuellement? Oui, merci. Salut, c'est Fatima de la société Cargill. Et j'étais très intéressée de connaître les propriétés nutritionnelles du chanvre, mais aussi pour formuler une boisson ou n'importe quel type de produit alimentaire, ce sont importantes les propriétés fonctionnelles. Et je voulais savoir si vous pouvez partager plus d'informations sur ça. Alors c'est effectivement quelque chose que l'on a regardé, nous, dans un premier temps, plus à travers la bibliographie. Directement dans le cadre de ce projet, on n'aura pas d'études pour analyser l'assimilation directe, mais globalement, ça on pourra en rediscuter après, mais oui, c'est une partie que l'on a regardée pour ne pas enlever la fonctionnalité de ces protéines et pas être juste sur des séquences d'acides aminés et juste sur un apport, on va dire, chimique. Parce que, par exemple, la manque de solubilité, ça pourrait être un challenge, non, pour précisément faire une boisson. Clairement, c'est un frein. C'est bien la raison pour laquelle on s'oriente vers de l'extraction, et notamment une extraction aqueuse, qui nous permet derrière de limiter l'import, on va dire, des protéines qui sont moins solubles ou qui sont protégées et qui sont rendues moins solubles par la matrice du chanvre. Merci. Une autre question? Non. Il y a un point qu'on n'a pas trop évoqué, en fait, c'est l'aspect industrialisation. Commercialisation, on l'a fait un petit peu, mais sur la phase d'industrialisation, est-ce que vous, Agrotech, vous pouvez assurer cette phase d'industrialisation? Jusqu'à quelle proportion? Comment ça pourrait se passer? Alors, si vous entendez par assurer le fait d'être capable de déterminer quels sont les process qui sont nécessaires pour réaliser sur une quantité donnée, oui. Si c'est pour la partie pilote un petit sur peu, la partie voilà. pilote, mais même d'aller donner les recos machines, trouver les machines pour pouvoir le fabriquer en série. Derrière, nous en propre, dans nos outils pilotes, on va pouvoir travailler jusqu'à des quantités qui vont tourner à quelques centaines de litres par jour maximum. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie à tous. Est-ce qu'il y a une autre question éventuellement? Non, je vous donne rendez-vous donc en septembre 2024 au CFI à Toulouse pour déguster la boisson V21 au chanvre. Je remercie mes intervenants, dont François Chabrier, directeur adjoint du Centre technologique Agrotech, Valentin Rago, journaliste chef de rubrique au magazine RIA, Julien Roberol, nutritionniste diététicien du sport, et Émilie Capel, fondatrice de la start-up B21. Et je vous invite à lire la revue RIA où vous verrez toutes les différentes étapes de ce projet jusqu'au mois de septembre 2024. Voilà. À très bientôt et merci à tous.